Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt ? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. C'est la simplicité de la publicité qui a retenu mon attention. Révolutionner la science, gagner 5000 $. Appelez-nous maintenant. J'aimerais pouvoir dire que je ne savais pas pourquoi je les ai appelés. J'aimerais pouvoir dire que c'est un acte de Dieu ou une tromperie qui m'a conduit dans leurs bras. Mais ça serait un mensonge. La vérité, c'est que je les ai appelés parce que j'avais besoin d'argent. Parce que j'avais été licencié dans la maison d'édition où je travaillais et parce que j'avais du mal à trouver un emploi stable. Parce que j'avais des mois de retard sur le loyer et que je faisais face à mon deuxième avis d'expulsion. Parce que je voulais pas être un échec. Je les ai appelés pour des raisons égoïstes. Qui sont-ils ? Je sais pas exactement, je suis pas vraiment sûr. Rétrospectivement, leur obscurcissement évident de leur identité aurait dû être un signal d'alarme pour moi. Mais à l'époque, leur demande me paraissait trop intéressante, leur récompense trop vitale pour que je risque de perdre l'occasion de les aider. Ma meilleure hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un groupe de chercheurs privés financé par une super société. Autrement, ils n'auraient jamais pu payer pour la machine. Ils m'ont montré la machine la première fois que je les ai rencontrés. Elle était conservée dans une pièce caverneuse au sous-sol d'un immeuble de bureaux de 5 étages. À cette époque, c'était un travail en cours. Il connectait encore des tuyaux et des fils à souder. Mais même dans un état inachevé, elle avait l'air vraiment magnifique. Avez-vous déjà entendu parler d'une chambre de privation sensorielle ? En fait, j'avais déjà été à l'intérieur d'une d'entre elles, lorsque j'étais à l'université. À l'époque, j'étais dans un véritable voyage spirituel hippie. Vous savez, méditer beaucoup, expérimenter des drogues psychédéliques, principalement des champignons magiques. À un moment donné de ce voyage, je me suis senti motivé à passer 1 heure de ma vie et 60 $ de mon prêt étudiant dans une chambre de privation sensorielle dans un spa local. Votre chambre de privation sensorielle standard est un grand réservoir métallique rempli d'environ 30 cm d'eau salée. Vous entrez, vous flottez dans l'eau, puis quelqu'un, un gardien du spa dans mon cas, ferme le réservoir pour qu'il fasse complètement noir. Avec votre vision obscurcie et votre corps suspendu dans l'eau, vous avez l'impression de ne plus avoir vos 2 sens principaux. Selon à qui vous demandez, c'est relaxant, ça améliore votre processus créatif. Mon expérience avec la chambre à l'université a été plutôt terne. Je me souviens que l'eau était trop glaciale et que le sel me démangeait la peau. Il était difficile de se concentrer sur la méditation ou sur la canalisation de mon chakra intérieur ou sur tout ce que le spa avait promis. Honnêtement, je me suis toujours demandé ce que ça aurait été de monter dans une de ces choses en trébuchant sur des champignons magiques. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Cette chambre de privation sensorielle ne ressemblait en rien à celle que j'utilisais à l'université. Cette pièce ressemblait à une armure médiévale vivisectée et éparpillée sur une grande table en métal. Des milliers de tubes et de fils connectés au corps métallique, qui était environ 3 fois plus grand que mon propre corps. La tête, ou le casque, de la chambre était colossale et ronde, avec un gros tuyau en laiton sortant de sa couronne, dans le sol carrelé en dessous. Je me rends compte maintenant que les factures de service public et les ordinateurs utilisés pour la machine, à eux seuls, devaient être plusieurs dizaines de fois supérieures aux maigres 5000 $ qu'ils m'ont offerts, sans parler des salaires des dizaines de scientifiques en blouse blanche qui s'occupaient de ces écrans d'ordinateur. Encore une fois, ça aurait peut-être dû tirer la sonnette d'alarme, mais je l'ai ignoré avec l'ignorance concentrée d'un homme au bord de la rue. L'homme qui m'a montré la machine m'a dit qu'il s'appelait le docteur Mason. C'était un homme ridé et chauve, rasé de près et aux yeux bleus. Quand je le voyais, il était toujours vêtu d'une chemise bleue et d'une blouse blanche et propre. Le docteur Mason était le principal agent de liaison pour ma participation à ce projet. Il m'a expliqué le but de la machine, m'a apporté les dérogations nécessaires et a répondu à toutes mes questions. Des questions telles que « Alors, que suis-je censé faire exactement ?» Nous voulons que vous restiez dans notre chambre de privation sensorielle
pendant 3 jours. Je suis sûr que mon expression trahissait mon sentiment de choc. 3 jours ? Est-ce que ça va me tuer ? Vous seriez probablement encore en vie après 3 jours d'isolement pur, même si vous tomberiez probablement gravement malade et souffririez d'une immense déshydratation. Quoi qu'il en soit, la machine vous hydratera, vous nourrira et vous soutiendra pendant l'expérience. Il n'y a donc aucun risque de blessure corporelle. Le docteur Mason a ensuite expliqué comment fonctionnait la machine. Dans votre chambre de privation standard, l'occupant est privé de la vue, de la sensation et, dans une moindre mesure, de l'ouïe. Cette privation, ce processus d'exclusion du monde extérieur de l'esprit de l'occupant, diminue la charge exercée sur son cerveau. Ainsi, l'esprit de l'occupant est libre d'errer plus librement, libre de penser de manière plus créative, de se soumettre à un état de pensée plus profond, de méditer, etc. Mais il y a un problème avec les chambres de privation sensorielle standard. Bien que le cerveau soit libéré de la plupart des stimuli externes, visuels et auditifs, il continuera à être surchargé de stimuli internes, c'est-à-dire que le cerveau est encore très conscient de son propre porteur, le corps humain. Le cerveau va quand même réagir à la faim et à la soif du vaisseau qui le transporte. Il traitera toujours à la fois le besoin et l'action de la miction et de la défécation. Ces interruptions internes se poursuivent encore et encore, mais le fait est que l'on ne peut pas vraiment dire que les chambres de privation sensorielle standard privent l'occupant de ses sens. Cette machine n'est pas votre chambre de privation sensorielle standard. Même un rapide coup d'œil à la machine montrait clairement ce que voulait dire le médecin. L'intérieur de la partie exosquelette de la machine est doublé d'un caoutchouc souple qui s'acclimatera pour maintenir la température exacte de la peau humaine. Les tubes et les fils contrôlent et régulent une grande variété de fonctions corporelles. Grâce à ces tubes, le corps est automatiquement nourri et hydraté. Les fonctions peu recommandables du corps sont traitées avec un cathéter et une autre série de tubes. Un respirateur automatise la respiration et régule la production de salive. Même le sens naturel du toucher du corps est complètement supprimé lorsqu'il est dans la machine. Ce cordon injecte une solution anesthésiante dans la circulation sanguine qui coupe complètement toute sensation. L'agent anesthésiant est l'atout le plus critique de notre processus de privation sensorielle. La liste s'allongeait encore et encore. Il est devenu évident qu'il était vraiment responsable de tout. Même pour moi, j'étais l'un des centaines de candidats à participer à l'expérience. Pour la première fois de ma vie, j'étais le premier choix. Les scientifiques m'ont expliqué que j'avais été choisi pour 3 raisons. Premièrement, j'avais aucun antécédent de maladie mentale ou physique qui rendrait mon expérience à la chambre soumise à des variables intermédiaires. Leurs mots, pas les miens. Numéro 2, ma taille et mon poids correspondaient étroitement à la forme originale de la machine. Même si les jambes devront être légèrement allongées, vous êtes de loin ce qui se rapproche le plus de notre conception initiale. Et numéro 3, le plus critique. Il ne se passait rien à l'extérieur de cette chambre qui pourrait conduire à un terme prématuré de l'expérience. J'avais pas d'autres significatifs, pas de travail, pas de membres vivants de ma famille, pas même une plante d'intérieur dont m'occuper. Ils pouvaient respirer tranquillement en sachant que je resterais paisiblement dans leur engin pendant toute la durée de l'expérience. Numéro 3 était important pour les scientifiques. Ils avaient spécialement conçu la machine pour permettre 3 jours complets d'isolement. Si le processus de la machine devait être interrompu prématurément, il leur faudrait 1 mois pour réinitialiser la machine et relancer l'expérience. Malheureusement, la 3e raison signifiait également que personne ne venait me chercher. Le processus d'admission a été long et détaillé. J'ai signé ce qui ressemblait à des centaines de décharges de responsabilité. J'ai écouté avertissement après avertissement concernant les effets secondaires potentiels. Même s'il est évident que vous êtes en bonne santé, vous devez être conscient que le processus d'isolement peut être éprouvant pour vous.
Nos recherches préliminaires suggèrent que la dissociation, les hallucinations audio et visuelles, la dépression, la dilatation du temps, l'anxiété, les pensées suicidaires et d'autres névroses sont des effets potentiels. Cependant, nous pensons que de tels effets sont peu probables. Il m'avait donné plusieurs semaines pour préparer l'expérience. Ma seule exigence pendant cette période était de ne pas modifier substantiellement mon poids corporel, ni de développer d'une manière ou d'une autre un trouble bipolaire. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi. Et j'ai passé ces quelques semaines à vivre normalement, à regarder des films, à postuler à un emploi, à me faire rejeter pour ces emplois et à lire quelques livres. Le jour venu, j'étais nerveux, malgré les efforts du docteur Mason pour me préparer. Le processus se déroulera par étapes. Au début, vous pourriez subir un léger état de stress. Nous prévoyons que peu de temps après, vous dériveriez dans un état modéré d'euphorie pour le reste du processus. Vous serez signalé quelques minutes avant la fin de l'expérience par une courte file d'attente audio. De cette façon, vous sortirez lentement de votre état de privation sensorielle et pourrez vous réacclimater sans aucun risque de choc. Il m'a fait écouter la file d'attente audio, qui était un court clip musical de cloches qui sonnait. Ensuite, sans cérémonie ni délibération, on m'a demandé de retirer mes vêtements et de monter à l'intérieur de la machine. Alors que je m'allongeais à l'intérieur de l'exosquelette, j'ai senti le caoutchouc chaud contre ma peau nue. Même avec la chambre toujours ouverte, j'étais confiné de tous côtés par la coque métallique de la machine. Petit à petit, les chercheurs ont commencé à attacher une vingtaine de dispositifs médicaux à mon corps. Je me sentais étrangement calme à chaque piqûre de perfusion intraveineuse et à chaque insertion inconfortable d'un tube. Mais alors qu'un respirateur était placé sur mon visage, j'ai commencé à ressentir un sentiment de malaise inquiétant. Alors que je sentais mon corps se contracter et rester en place, une seule pensée remplit mon esprit. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Les chercheurs ont poussé le casque de l'exosquelette vers l'intérieur de chaque côté de ma tête, bouchant ainsi mes oreilles. Le monde est devenu silencieux. Une goutte de sueur commença à couler sur mes côtés. Puis j'ai entendu une voix, apparemment diffusée depuis l'intérieur de ma propre tête. Bonjour, c'est le docteur Mason. Je vous parle via un petit haut-parleur contenu dans le casque de l'exosquelette. Vos signes vitaux indiquent que vous commencez à paniquer. C'était à prévoir. S'il vous plaît, faites de votre mieux pour vous détendre, pendant que nous finissons de vous préparer. Je promets que le processus deviendra agréable assez tôt. D'une manière ou d'une autre, me dire de me détendre m'a rendu encore plus anxieux. Avant de pouvoir agir, j'ai senti la machine se refermer autour de mon corps. Déjà, l'agent anesthésiant qui était injecté dans mon sang commençait à me faire perdre le contrôle de mes extrémités. J'ai essayé de pousser contre la machine, mais j'ai constaté que mes bras ne bougeaient pas. J'ai essayé de crier, mais le respirateur maintenait ma langue fermement en place. J'étais incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit. Je pouvais encore regarder les chercheurs se précipiter autour de moi pour vérifier les signes vitaux et préparer l'exosquelette à terminer sa fermeture. Je pouvais encore regarder une minuterie analogique géante apparaître sur un écran de télévision au-dessus de moi et commencer à diffuser 1 heure, 0 heure, 1 minute, 0 seconde, jusqu'au début de la privation. J'ai encore essayé de crier, j'ai essayé à nouveau de plaider pour être libéré, je me suis retrouvé incapable de sentir aucune partie de mon corps. J'ai tendu les yeux pour essayer d'attirer l'attention de quelqu'un, mais personne ne semblait me regarder. 0 heure, 0 minute, 30 secondes, jusqu'au début de la privation. Si mes conduits lacrymaux avaient fonctionné, j'aurais commencé à pleurer. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai commencé à prier pour que ce soit un mauvais rêve, prier pour que ce soit au lit et non dans cette chambre. 0 heure, 0 minute, 5 secondes, jusqu'au début de la privation. La dernière chose que j'ai vue était le visage du docteur Mason penché sur moi, me faisant signe. Il dit quelque chose que je ne comprenais pas très bien. Il ferme le visage de l'exosquelette sur le mien. 0 heure, 0 minute, 0 seconde, jusqu'au début de la privation. Et puis tout est devenu sombre. Si j'avais contrôlé ma propre respiration, j'aurais immédiatement commencé à hyperventiler.
J'avais jamais ressenti un sentiment d'obscurité aussi profond qu'à ce moment-là. Incapable de voir même mon propre corps. C'était comme si j'avais disparu de l'existence. Mes yeux ont nagé dans toutes les directions à la recherche d'un seul iota de lumière, mais n'en ont trouvé aucun. Après un moment de réflexion, j'ai réalisé que j'étais maintenant dans la machine depuis un certain temps. J'avais aucun point de référence pour combien de temps exactement. Sans stimuli extérieur d'aucune sorte, mon seul mécanisme pour lire l'heure consistait à compter les secondes, individuelles, dans ma tête. Pourtant, le temps passait. Je me suis retrouvé à alterner entre être obsédé par mon emprisonnement et me retrouver à la dérive dans mes pensées. J'ai commencé à réfléchir à l'état de ma vie. Mon récent chômage, mon manque d'amis proches, j'ai senti une vague de dépression m'envahir. Ma vie était-elle vraiment si dénuée de sens que je pouvais disparaître pendant 3 jours sans que personne ne s'en soucie? J'ai réfléchi à la source de mon isolement. J'ai repensé à des moments où j'aurais pu faire plus d'efforts dans mon travail, des images d'amitié que j'avais laissées s'effondrer à cause de l'introversion et de la stagnation me traversaient l'esprit. Et puis, j'ai eu une pensée dans ma tête qui, si mon corps n'était pas engourdi au point de m'immobiliser, m'aurait fait éclater de rire. Je me sentais seul. Eh ben, bien sûr, évidemment, je me sentais seul. J'étais, à ce moment-là, l'être humain le plus seul qui ait jamais existé. Il y avait sûrement des chercheurs à seulement quelques mètres de mon corps terrestre, mais mon esprit avait été complètement isolé. J'étais aussi seul que quelqu'un pouvait l'être. Je laisse mon esprit continuer à vagabonder. J'avais l'impression d'être dans la chambre depuis des heures à ce moment-là. Même si j'avais prévu de consacrer ce temps à planifier une sorte d'effort créatif, le grand roman américain peut-être, mon esprit revenait à plusieurs reprises à ma situation difficile actuelle. De manière obsessionnelle, j'ai pensé à mon corps et au contenant qu'il abritait actuellement. Le médicament anesthésiant devait vraiment être quelque chose. Je ne sentais pas le moindre souffle passer dans mes fosses nasales, ni le grondement de mon estomac. C'est alors que 2 pensées entrelacées se sont heurtées à mon esprit. Pourrais-je être mort ? Non, bien sûr que non, ce serait ridicule. Je savais comment j'étais arrivé ici. Je savais que je m'étais engagé à participer à une expérience qui me mettrait exactement dans cette situation difficile. Mais je dois admettre que je ne me sentais plus très vivant. Sans mon corps ou le monde qui l'entoure comme point de référence, j'avais l'impression de n'avoir aucune assurance d'exister encore. Mes pensées ont commencé à s'affronter. Je ne suis sûrement pas mort. C'est exactement ce que l'expérience était censée faire. Si tu n'es pas mort, pourquoi ne ressens-tu rien ? Pourquoi ne sens-tu pas ton souffle, ta salive ? Rien du tout. Mais je sais que je suis pas mort, parce que je réfléchis en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais, je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Un homme plus intelligent aurait pu vous dire qui a dit ça, mais il me restait que cette proclamation provenant d'une source inconnue, comme seule assurance que j'étais en vie. Tant que je réfléchissais, j'étais toujours en vie. J'ai commencé à m'imaginer flottant dans un vide dans l'espace. L'image était claire sous mes yeux. Mon corps était allongé, mes bras raides, alors que je filais devant des étoiles et des planètes inconnues. J'ai regardé mon corps passer devant des astéroïdes et à travers des anneaux planétaires. J'ai senti la chaleur du soleil sur mon corps et la glace froide des planètes gelées sur ma peau. Sauf que j'ai pas vraiment ressenti ces choses. Il fallait que je me le rappelle. Je commençais à imaginer des sentiments qui n'existaient pas vraiment. Je ne savais pas dans quelle mesure je devais essayer d'éviter ces sentiments ou simplement les accepter pendant toute la durée de l'expérience. Juste une autre question à méditer, je suppose. Il est arrivé un moment où j'ai réalisé que j'étais en privation sensorielle depuis longtemps. Comme je n'avais pas compté, il était impossible de savoir combien de temps. C'était comme si ça faisait déjà des jours. Ça faisait déjà des jours ? C'était une pensée inquiétante. Dans un vide intemporel, 3 jours se sont étalés, comme un millénaire sans fin. Il m'avait assuré que je ne resterais que 3 jours à l'intérieur de la machine. Mais comment pourrais-je en être sûr ? Une fois à l'intérieur, j'avais aucun moyen de sortir. Ils pouvaient me garder aussi longtemps qu'ils le voulaient. Peut-être que c'était leur plan depuis le début. Comment ont-ils pu s'en sortir comme ça ? Qui sait ce que disaient toutes ces décharges de responsabilité que j'ai signées ? J'ai arrêté de les lire après le 3e ou le 4e. Peut-être que j'ai accepté ça. Mais tu es fou. Je sais pas si je suis fou ou pas. Je sais pas depuis combien de temps je suis ici. Alors, compte. C'était vrai. J'avais un moyen de savoir depuis combien de temps j'étais à l'intérieur de la machine. Compter. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. J'ai compté jusqu'à 60. C'était 1 minute. Et puis j'ai compté encore 1 minute. Et une autre, et une autre, et une autre.
J'ai juste continué et continué. J'ai jamais perdu ma concentration sur la tâche à accomplir. Ensuite, j'ai atteint 1000 minutes. Techniquement, 1000 minutes ne représentaient qu'un peu plus de 16h30. Certainement pas la période de 3 jours pendant laquelle je devais rester à l'intérieur de la machine. Mais c'était 16h30 en plus de tout le temps que j'avais déjà passé à réfléchir à ma vie et à rêver de flotter dans l'espace. J'avais sûrement passé plus de temps à réfléchir qu'à compter. J'ai essayé de deviner depuis combien de temps j'étais dans la machine. C'était comme si ça faisait plus de 3 jours. J'essayais juste de me dire que je serais bientôt libéré de la machine. Je laisse mon esprit dériver à nouveau. Mon corps flottait à nouveau dans l'espace. Je l'ai regardé dériver de plus en plus loin dans un vide d'obscurité sans fin. Les planètes et les soleils sont tombés dans l'oubli jusqu'à ce que je sois vraiment, profondément, seul. Dans l'abîme noir, une sensation de froid rampante commença à s'installer. Sa piqûre mordante s'étendit sur mes jambes et mon torse jusqu'à mon visage. Ma peau nue est devenue bleue, bleu pâle, et a commencé à se durcir pour former une enveloppe cristalline. Alors que mon corps dérivait plus loin dans l'obscurité, j'ai vu la surface de mon estomac se fissurer et s'écailler. Lentement, des morceaux de mon corps ont commencé à se détacher et à flotter dans l'obscurité. À chaque morceau de chair expulsé, une nouvelle vague de douleur traversait mon corps. Je me suis retrouvé à essayer de saisir mon corps gelé et de le reconstituer, mais mes bras et mes jambes étaient si froids que je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de crier, mais ma langue était si enflée qu'elle remplissait ma bouche glaciale. Tout d'un coup, mon corps a explosé en une série d'éclats de glace déchiquetés et sanglants. La douleur était indescriptible. Puis, je me retrouvais à nouveau seul, dans l'obscurité, immatériel, sans poumons pour expulser les respirations paniquées que j'étais si désespéré de créer. Je devais continuer à me dire que ce n'était pas réel. Je suis encore en vie, mon corps est toujours là, quelque part. Mais mon Dieu, ça ne semblait pas réel. Mais c'était pas réel. Réel ou pas, ça ne fait pas mal. Oh, si ça fait mal. Est-ce que tu as peur? Oui, vraiment. Attends, est-ce que t'entends ça? J'écoutais avec des oreilles situées à des millions de kilomètres. Une voix, pas la mienne, a éclaté dans ma tête. Son accent hérissé lui était familier. Bonjour, c'est le docteur Mason. Je vous recontacte via les petits haut-parleurs contenus dans le casque de l'exosquelette. Je suis fier de vous annoncer que vous avez complété avec succès 3 jours au sein de la machine. J'ai senti mon inquiétude se transformer rapidement en soulagement. J'ai essayé de sourire, mais en vain. À ce stade, nous aimerions vous informer de l'état d'avancement de notre expérience. Les données que nous obtenons de vos scanners cérébraux s'avèrent incroyablement utiles. Les implications médicales sont nombreuses. Nous avons contacté notre comité d'examen institutionnel et obtenu l'autorisation de prolonger l'expérience indéfiniment. Ceci est bien entendu conforme aux décharges de responsabilité que vous avez signées précédemment. La machine devrait être capable de vous maintenir en vie pendant encore quelques semaines, jusqu'à ce que votre corps ne puisse plus la supporter. Ne vous inquiétez pas cependant, 5 000 $ seront néanmoins crédités sur votre compte. Nous vous remercions de votre contribution. Votre sacrifice sauvera des vies. J'ai essayé de crier, j'ai essayé d'agiter mes bras en signe de protestation et de repousser les paroles du médecin, mais mes cris étaient silencieux et mes bras ne faisaient plus partie de moi. J'ai senti un trou d'effroi profond, résonnant, grandir en moi. Pourtant, je ne ressentirais plus jamais vraiment quoi que ce soit. Je mourrais dans cette salle. Ça prendrait des jours, et ces jours ressembleraient à des mois, et ces mois seraient une torture. Je me voyais à nouveau flotter dans une obscurité incommensurable. Il n'y avait ni étoile, ni planète. Il n'y avait que mon corps, sans équivoque, seul, sans doute vivant, mais inévitablement mort. J'ai arrêté de compter les secondes et je me suis laissé flotter. Mon esprit vagabonda à nouveau, cette fois pour beaucoup plus longtemps. J'ai rêvé de mon enfance et d'un avenir que je ne pourrais jamais diriger. J'ai fait une liste de choses à faire imaginaires et j'ai ressenti des remords pour les cases que je n'avais pas encore cochées. J'avais des conversations dans ma tête entre 2 vieux amis et parfois je ne pensais pas du tout. Parfois, je disparaissais complètement de l'existence. Mais ensuite, je l'ai ressenti. J'ai ressenti quelque chose. Au début, je ne pouvais pas dire ce que c'était,
Ça faisait si longtemps que j'avais pas ressenti quelque chose que je ne pouvais pas dire si je ne l'imaginais ou non. C'était mon gros orteil. Mon gros orteil sur mon pied droit. D'une manière ou d'une autre, il y avait encore du sentiment. Pas beaucoup de sensations, c'était comme si vous étiez assis sur votre main et qu'elle devenait presque engourdie. Mais pas tout à fait. Comme s'il était massé par un jeu d'épingles et d'aiguilles. J'ai bougé l'orteil, le moins que je pouvais, pour essayer de comprendre comment cette sensation était revenue, puis je l'ai senti. Une petite piqûre. La moindre goutte de douleur contre mon gros orteil, quelque chose de pointu. Une aiguille. Elle a dû être délogée d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'un de ces connards en blouse blanche a trébuché dessus, ou quelque chose du genre. Tout ce que je savais, c'est que je pouvais ressentir à nouveau. J'ai soudain eu l'impression d'être né de nouveau, comme si j'étais mort et ressuscité de mes cendres. Cette aiguille devait être l'une des aiguilles censées administrer le produit chimique anesthésiant dans mon corps. D'une manière ou d'une autre, elle s'est délogée, et maintenant, j'avais juste une petite sensation dans mon orteil. Malheureusement, mon gros orteil n'était pas le vestige de mon corps le plus adapté pour orchestrer ma grande évasion. Mais j'ai quand même ressenti un bonheur incommensurable, parce que j'avais une arme secrète de mon côté. Il y a un vieil adage qui dit « Si vous donnez à un singe une machine à écrire et un temps infini, il finira par écrire les œuvres complètes de Shakespeare. » De même avec mon gros orteil partiellement engourdi et un temps de réflexion infini, je pourrais organiser ma grande évasion. Mon gros orteil était trop faible pour ouvrir l'exosquelette. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à atteindre d'autres cordons pour les retirer. Tout ce que je pouvais atteindre, c'était l'aiguille, qui avait déjà été retirée. Et avec cette aiguille, j'ai élaboré mon plan. Je me suis gratté l'orteil dessus. Ça piquait, mais je savais que ça ferait l'affaire. Je savais que j'avais forcé la main de ces stupides scientifiques. Mes efforts avaient provoqué une coupure dans la peau de mon orteil. Et maintenant, je savais que tout irait bien. Il n'avait que deux solutions. Me laisser me vider de mon sang, auquel cas je serais au moins libéré de cet enfer, ou me laisser sortir de la chambre, au moins assez longtemps pour rattacher une intraveineuse. Quoi qu'il en soit, mon plan était infaillible. Quoi qu'il en soit, j'allais être libre, au moins pour un moment. Il ne leur a fallu que quelques minutes pour remarquer ce que j'avais fait. C'est à nouveau le docteur Mason qui communique via le petit haut-parleur situé dans le casque de l'exosquelette. Il semblerait que vous ayez réussi à vous blesser à l'intérieur de l'exosquelette. Après quelques discussions, nous avons choisi de suspendre l'expérience et de corriger l'erreur. Attendez-vous à ce que l'exosquelette s'ouvre bientôt. La lumière qui a bientôt inondé mes yeux m'a presque aveuglé. Lorsque la machine s'est ouverte, j'ai baigné dans les sons de ces bruits et vrombissements électroniques et dans la conversation des hommes autour de moi. Le tiraillement rapide, alors que les aiguilles et les tubes étaient retirés de moi, était meilleur que n'importe quel contact que j'ai jamais connu. Ils m'ont laissé sortir. J'étais libre. Mon corps est resté engourdi pendant des heures. Les médicaments m'empêchaient de faire le moindre mouvement. Pendant ce temps, les scientifiques m'ont laissé dans l'exosquelette, pendant qu'ils examinaient les données et pansaient mon gros orteil. J'ai essayé d'écouter tout ce qu'ils disaient, mais je me suis retrouvé incapable de me concentrer. Les lumières vives au-dessus de moi brûlaient mes yeux, habitués à l'obscurité parfaite. Alors que les médicaments quittaient lentement mon corps, une douleur sourde s'est développée dans mes articulations. Au bout d'un moment, mon corps a été sorti de l'exosquelette par une équipe de blouses de laboratoire. J'ai senti une robe de chambre glisser sur ma tête. J'ai été jeté dans un fauteuil roulant, toujours incapable de bouger. J'écoutais le roulement des roues métalliques alors qu'ils poussaient cette chaise de plus en plus profondément dans leur laboratoire. Expliquez à nouveau le moment où vous flottiez dans l'espace. Quelle était la sensation ? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne peux pas, vous le savez, les données que nous recevions de vous sont trop importantes, des vies sont en jeu, et à part ça, nous ne pouvons pas prendre le risque que vous alliez à la police. Vous retournerez dans la machine. Cette conversation durait depuis environ 1 heure, dans la petite salle d'interrogatoire installée quelque part dans l'immense laboratoire souterrain du groupe de recherche. Même si j'avais retrouvé suffisamment de sensations pour parler, j'avais encore du mal à bouger. Il était clair que dès que j'aurais dépassé mon utilité pour les blouses de laboratoire, j'allais être replacé à l'intérieur de la machine jusqu'à ma disparition corporelle. Les données que les scientifiques avaient acquises jusqu'à présent étaient si utiles qu'ils n'ont eu aucun problème à me retenir contre ma volonté. Alors que j'étais assis dans cette petite pièce métallique, attaché à une chaise pliante froide, vêtue uniquement d'une fine robe de chambre,
J'ai réfléchi à mon sort. Pour 5000 $, j'avais vendu le reste de ma vie. Mon seul répit maintenant, c'était que je pouvais retarder le retour dans la machine aussi longtemps que je résistais aux questions du Dr Mason. Mais je savais que je ne faisais que retarder l'inévitable. J'ai regardé mon gros orteil, maintenant enveloppé d'un bandage. D'une manière ou d'une autre, je ne m'étais pas rendu compte que, même si je sortais de la machine, il était peu probable que les scientifiques me laissent sortir vivant du bâtiment. En tout cas, pas après qu'ils aient décidé de m'emprisonner jusqu'à ma mort. Et si je réponds pas aux questions ? Les données que nous avons l'intention de recevoir de ces questions sont essentielles et pourraient sauver des vies. Mais si nous ne pouvons pas le rendre illicite, alors les informations reçues de l'exosquelette seront suffisantes. Si vous ne répondez pas, nous vous ramenons à la machine maintenant. Donc ça n'avait pas d'importance. J'étais déjà condamné. Autant attendre le plus longtemps possible. Bien. Demandez-moi ce que vous voulez me demander. J'ai répondu à des centaines de questions. La plupart plusieurs fois. Ça a pris des heures. Les scientifiques ont à peine écouté mes paroles. Il y avait un enregistreur placé dans la pièce avec moi. Je suis sûr que quelqu'un fouillerait dans mes réponses plus tard. Mais pour l'instant, la conversation semblait être principalement destinée au bien de la postérité. Mais à un moment donné, j'ai réalisé quelque chose. Les drogues, elles avaient complètement quitté mon corps. Je pouvais, théoriquement, bouger à nouveau. Pour l'instant, j'étais attaché à une chaise. Mais ils ne pouvaient pas me garder attaché s'ils voulaient que je retourne dans la machine. Et à partir de cette réflexion, j'ai élaboré un plan. Je savais que je n'aurais que quelques secondes. Je savais que je ne pouvais pas courir immédiatement, sinon ils m'attraperaient. Il faudrait que je les convainque que j'étais résigné à mon sort. Une fois l'interrogatoire terminé, je me suis retrouvé ramené dans la chambre contenant l'exosquelette. En supposant peut-être que je m'enfuirais autrement, les scientifiques m'ont gardé attaché pendant le transit. Mais les liens se sont détachés au moment de me mettre dans la machine. Ils m'ont enlevé ma chemise de nuit et m'ont porté à l'intérieur de la machine. J'ai laissé mon corps devenir mou, feignant le même engourdissement qui, jusqu'à récemment, avait restreint mes mouvements. Alors que je m'allongeais dans l'intérieur en caoutchouc de l'exosquelette, le Dr Mason m'a parlé via un haut-parleur situé au plafond. Je suis désolé que nous devions nous séparer à nouveau. Vos réponses seront inestimables pour de futures recherches. Je sais qu'il peut sembler maintenant que nous sommes des méchants, mais les recherches que nous obtenons sont inestimables. Cela sauvera des vies un jour. Vous rendez un service précieux au monde. À la fin de son discours, ces chercheurs se sont de nouveau approchés pour remplir mon corps d'aiguilles et de tubes. J'avais hâte de m'enfuir, mais j'ai tenu bon. Il faudrait qu'ils croient que j'étais incapable de bouger. J'ai senti des piqûres d'épingles dans mon bras droit. J'étais déjà chargé d'agents anesthésiants. Mon temps allait être compté. Alors que certaines des blouses de laboratoire s'approchaient de moi sur mon côté gauche pour insérer une autre intraveineuse, je me suis lancé vers le haut et me suis retrouvé à l'extérieur de la machine. Surpris par mon mouvement soudain, les scientifiques à ma gauche reculèrent. J'ai ressenti une vive douleur dans mon bras droit alors que les intraveineuses et les tubes résistaient à la tension de mon mouvement soudain. La panique envahit la pièce. Les hommes se précipitaient vers moi de toutes parts. J'ai senti mon corps bouger comme de son propre gré. Mon bras gauche s'est tendu vers ma droite et a arraché une série de cordons et d'aiguilles de mon corps. Du sang a giclé sur la machine. Mon bras droit tomba lâchement sur le côté. Je me suis propulsé plus loin et sur le sol. L'agent anesthésiant avait désactivé mon bras droit, mais la majeure partie de mon corps allait bien. J'ai sprinté vers la porte par laquelle j'étais entré dans le laboratoire, ce qui me semblait maintenant il y a un millénaire. Je n'osais pas me retourner pour voir si j'étais pourchassé. Tout ce que je pouvais faire, c'était courir. En poussant la porte, j'ai vu un long couloir qui menait à une série d'escaliers alternés. Des escaliers que j'avais montés et descendus plusieurs fois en préparant l'expérience. Des escaliers que j'avais toujours pensé monter un jour pour la dernière fois. J'ai poussé mon corps aussi fort que possible. J'ai couru avec mon bras droit pendant à côté de moi jusqu'à ce que j'atteigne les escaliers. Derrière moi, les cris de colère des hommes et le bruit de leurs pas restaient constants. Je savais que s'ils m'attrapaient, la partie était terminée. Quand j'ai atteint les escaliers, j'ai pratiquement sauté tout le premier étage. Alors que je me tournais pour monter l'étage suivant, je vis que seuls 2 hommes m'avaient suivi. Soudain, j'ai été rempli d'espoir. Peut-être que je pourrais tous les distancer. Ensuite, j'irai voir la police et j'aurai l'occasion d'examiner toute cette opération à la loupe. Dès que j'arriverai en haut de ce 2e escalier et franchirai les portes de sortie, je serai libre. Mes espoirs ont été déçus dès que j'ai atteint le haut des escaliers.
Au moins 15 hommes gardaient la sortie du bâtiment. De toute évidence, mon évasion était une éventualité pour laquelle l'établissement était préparé. Alors que les hommes s'approchaient derrière moi et devant moi, je savais que je ne pouvais m'en sortir que d'une seule manière. Les escaliers alternés continuaient au-delà du premier étage jusqu'au toit. J'ai continué à courir, escalier après escalier. Mon corps endolori proteste à chaque pas. Mon bras mort cognait contre les rampes d'escalier et les murs alors que je montais ces escaliers. Les bruits d'hommes en colère remplissaient mes oreilles alors que j'avançais pas à pas. Bientôt, j'étais sur le dernier escalier. Une échelle suspendue au plafond menait à une trappe sur le toit du bâtiment. C'était ça! J'allais revoir le monde extérieur. Je ne savais pas où j'allais aller une fois arrivé là-haut, mais je savais que j'étais libre. J'ai sauté sur l'échelle et je me suis relevé, à environ 6 pieds de haut. Quand j'ai atteint le sommet, j'ai poussé sur la trappe. C'était lourd et elle bougeait à peine. Je me suis tendu contre la trappe pendant un moment, puis j'ai senti une forte emprise sur ma cheville. L'un des hommes l'avait attrapé. Il avait enroulé sa main froide autour de ma jambe et commençait à me tirer de l'échelle. Je me suis légèrement retourné et j'ai vu que c'était le docteur Mason. Ses yeux étaient rouges et grands comme des soucoupes. C'était comme regarder le diable lui-même dans les yeux. J'ai réagi purement par instinct. Ma prise sur l'échelle s'est resserrée et j'ai balancé mon pied libre vers le visage du médecin. Alors que mon talon heurtait sa mâchoire, faisant voler des dents et du sang dans toutes les directions, je ne pus m'empêcher de sourire face à cette sensation. Cela faisait une douleur incroyable, mais c'était vraiment bon de ressentir quelque chose. Le docteur Mason relâcha sa prise. J'ai poussé à nouveau vers le haut et la trappe a cédé. J'ai grimpé sur le toit plat du bâtiment. Une fine couche de gravier recouvrait le toit. Les pierres pointues frappaient mes pieds nus, mais je continuais d'avancer. J'ai couru jusqu'au bord du toit et j'ai regardé la ville. Un bel horizon de gratte-ciel et d'étoiles remplissait ma vue. J'ai senti la brise froide contre ma peau. Les voix des hommes derrière moi ont à peine été entendues alors que je grimpais sur le bord du toit. J'ai dû être un spectacle pour les gens qui passaient sur le trottoir en contrebas. Un homme debout au bord d'un immeuble, regardant l'horizon comme s'il n'en avait jamais vu auparavant. S'il vous plaît, descendez de là. Vous n'êtes pas obligé de retourner dans la machine. Nous avons juste besoin que vous descendiez. C'était encore le docteur Mason. Sa voix était difficile à comprendre maintenant qu'il lui manquait quelques dents. Je me détournais de l'horizon pour le regarder. Il était entouré de tous côtés par d'autres hommes en blouse. Je savais à ce moment-là que je n'avais plus vraiment le choix. Puis-je croire le docteur Mason qu'il ne me remettrait pas dans la machine ? Probablement pas. Mais je n'avais aucune chance de m'échapper à ce stade. Ils étaient trop nombreux pour que je puisse m'enfuir. Au moment où l'un des chercheurs tendait la main pour m'attraper, j'ai fait un pas en arrière. Alors que mon corps tombait sur la terre, je me suis retrouvé à rire. C'était comme quand j'étais dans la machine. Mon corps flottait à nouveau. L'air froid engourdissait mon corps, et une fois de plus, je ne sentais rien. Juste avant de toucher le sol, j'ai entendu le son des cloches de l'église. Alléluia! J'ai pensé que je devais être en route vers le paradis. Aucun paradis n'est venu. Au lieu de ça, je me suis retrouvé dans le noir complet. Ne rien ressentir, ne rien voir, simplement ruminer mes actions précédentes. Est-ce à ça que ressemble la mort ? En réponse à ma question, j'ai entendu une voix familière. Bonjour, c'est le docteur Mason. Je vous parle une nouvelle fois via un petit haut-parleur contenu dans le casque de l'exosquelette. Vous avez terminé avec succès vos 3 jours dans l'exosquelette. Si je n'avais pas encore été bourré de médicaments anesthésiants, j'aurais pleuré. Nous sommes actuellement en train d'ouvrir la machine. À ce stade, nous effectuerons une évaluation physique. Je suis sûr que vous avez hâte de partir. Je peux vous assurer que nous agirons le plus rapidement possible pour y parvenir. Merci beaucoup pour votre aide dans ce projet. Cela a été inestimable. 3 jours ? J'étais dans cette machine depuis exactement 3 jours. Ça n'a pas fonctionné pour moi jusqu'à ce qu'il me retire de la machine. Il n'y avait pas de bandage sur mon gros orteil, pas d'aiguille près de mon pied avec laquelle j'aurais pu me couper. L'installation était tout simplement accommodante. Dans les heures qui ont suivi la fin de l'expérience, ils m'ont fourni un endroit confortable pour me reposer pendant que le reste des médicaments quittaient mon organisme. Bien qu'ils aient posé des questions sur mon expérience, ils n'ont pas été hostiles lorsque j'ai refusé de parler. Les chercheurs étaient heureux de répondre à mes questions sur l'expérience, heureux de me dire que tout était dans ma tête. Dans les jours qui ont suivi l'expérience, le docteur Mason s'est assuré que je disposais de toutes les ressources en santé mentale que j'avais demandées. Il m'a mis en contact avec un thérapeute que je vois depuis plusieurs semaines. Le thérapeute m'a prescrit un antidépresseur que je prends 2 fois par jour.
J'ai repris ma vie normale, mon loyer est payé, je vois quelqu'un de nouveau, j'ai trouvé un nouvel emploi dans une autre maison d'édition de livres. C'est comme si tous mes fantasmes étaient devenus réalité. Mais peu importe combien de temps je parle au thérapeute, et peu importe le nombre de pilules que je prends, j'arrive pas à sortir la machine de ma tête. Je peux pas m'empêcher de penser à la façon dont ces 3 jours semblaient s'étendre indéfiniment. Mais t'es hors de la machine. Tes 3 jours sont écoulés. Oui, mais... Mais quoi? Je suis sorti de la machine une fois auparavant. Mais c'était pas réel. Mais ça semblait réel. Est-ce que ça semble réel? Je ne sais plus. 3 jours. Ça pourrait paraître encore plus long. Puis j'imaginais un thérapeute, un travail, une vie meilleure. Je sais pas. Parfois, je ferme les yeux et j'ai trop peur de les ouvrir, parce que j'ai peur de ne voir que l'obscurité. J'ai peur de me retrouver encore flottant, immobile, parmi ces étoiles imaginaires.